Ouais. Ça va? Tu dis? Oui, ça va et toi? J'espère que tu vas bien. C'est un peu... Nickel. Du coup, merci pour ton temps. Franchement, j'apprécie. Je sais que tu Ouais, pas de quoi. es occupé. Du coup, merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Et si tu commençais par me parler un peu plus de ton parcours académique, comment tu t'es retrouvé ici, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir d'aller jusqu'au doctorat en économie? Donc, je commence par me présenter. Moi, c'est Fabrice Dabiré, originaire du Burkina, puis étudiant au doctorat en cinquième année de doctorat. Bah, déjà, à la base, je voulais faire diplomatie et relations internationales. Donc, j'ai postulé dans certains endroits, certaines universités. Mais après, je me suis rendu compte, lorsque j'ai bien visité, au fait, comment dire, le programme, au fait, comment dire, le contenu du programme, c'était vraiment très littéraire, tout ce qui était droit, etc. Et ça, c'était pas vraiment ma tasse de thé. C'est que j'ai eu une discussion par la suite avec un ami qui faisait économie justement. Donc il m'en a un peu parlé. Lui, il était à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, l'UCAO, qui est à Bourreau justement, la deuxième ville du Burkina. Donc il m'en a parlé et puis donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc, du coup, fait que je me suis rendu également à l'UCAO pour déposer mon dossier. Donc j'ai poursuivi mon cursus là-bas jusqu'à j'ai obtenu ma licence là-bas en macroéconomie gestion du développement et j'ai poursuivi mon master là-bas également en macroéconomie gestion du développement. Donc, après ce master à l'UCAO, je suis allé en France où j'ai fait un master, une spécialisation un peu en tout ce qui est analyse de politique économique de développement à l'Université d'Auvergne, au CERD, pour ceux qui connaissent. Donc, après ça, j'ai poursuivi aussi là-bas et j'ai terminé finalement avec un master en finances publiques et gestion du développement. Durant tout ce parcours, en fait, ce qui m'intéressait plus, c'était la recherche. Donc, j'ai postulé pour le doctorat, justement, dans cette université en France, au CERDI. Donc, mais mon projet de thèse, au fait, il était essentiellement théorique. Il se base sur ce qu'on appelle des modèles d'équilibre général calculable. Okay? D'accord. Des modèles d'équilibre général calculable. Okay? Donc, c'est des modèles théoriques, mathématiques, où on fait de la simulation pour obtenir certains résultats. Donc, mais malheureusement, en fait, dans l'université dans laquelle j'étais, il n'y avait pas. En fait, parce que déjà, pour faire une thèse, il faut trouver un directeur de recherche. Donc, euh, parmi tous les directeurs de recherche, il n'y en avait pas vraiment, il n'y en avait pas qui avaient le champ de compétences pour ce genre de modèle théorique. Donc, mais j'avais une opportunité avec un de mes professeurs qui était prêt à m'encadrer et tout, mais bon, vraiment, écoute, écoute, on allait essayer d'avancer ensemble, mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai discuté avec un ami qui était ici au Canada et qui était à l'université de Sherbrooke également. Donc, lui, il m'a un peu parlé du cursus ici, etc. Et au fait, ici, en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, il y a d'autres universités aussi en Europe, oui, en France également, c'est vraiment théorique. Donc, ici, justement, le champ d'études en économie, surtout au PhD, il est très théorique. Donc, fait que j'allais me retrouver en plein dans ce que je voulais. Donc, fait que j'ai décidé de postuler au Canada. Donc, j'ai postulé à différentes universités, l'Université de Montréal, puis Sherbrooke, et puis Toronto. Donc, j'avais l'admission pour Sherbrooke et puis l'UDM Montréal. Mais l'Université de Sherbrooke, ils avaient vraiment typiquement un parcours économie du développement. Donc, pratiquement, je dirais qu'en Amérique du Nord, je pense que c'est l'une des rares universités qui a un cheminement économie du développement. Parce que quand on parle d'économie du développement, se le faire plus aux pays en voie de développement, comme nos pays en Afrique ou voilà, etc., les pays émergents. Donc, leur programme m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé intéressant. Donc, j'ai opté pour l'Université de Sherbrooke. Et puis, fait que depuis 2016, justement, après l'obtention de mon master en France, depuis 2016, j'ai entamé le doctorat, le programme de PhD en économie du développement, ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, en gros, c'est ça mon parcours. Et justement, la dernière fois, je te demandais si ça fonctionne comment le système des bourses et tout. Est-ce que tu as bénéficié d'une bourse pour venir à Cherbourg? Déjà, tu peux avoir effectivement une bourse, okay, mais ça dépend comment dire, de la qualité du dossier scolaire. Dans les universités ici, ça va de 10 000 à 20 000 dollars par année, dépendamment Par de année? l'université dans laquelle tu te trouves.
Mais Ouais, c'est ça, par année. C'est ça. Quand même. Ouais, Ouais, donc, ouais. Donc, mais encore une fois, c'est ce que je dis, ça dépend de l'université dans laquelle tu te trouves. Donc, faut dire qu'il y a des universités qui ont des financements de 10 000, il y en a qui ont. Montréal, je pense qu'ils ils doivent être à 20 000, je crois, par an. Maintenant, quant à savoir si c'est sur toute la durée du doctorat, là, je ne pourrais pas vraiment trop m'avancer là-dessus. Parce que, par exemple, ici à Sherbrooke, le financement que nous on a reçu, il était sur 2 ans. OK? Donc, c'était sur les 2 premières années. Donc, après, maintenant, ça doit de postuler auprès d'autres organismes externes pour chercher des financements. Mais sinon, à la base, quand tu postules dans une université, si tu as un bon dossier académique, l'université peut décider de t'octroyer une bourse d'études qui peut aller justement entre les 10 000 et 20 000 dollars. Tu peux aussi également avoir accès à la bourse d'exemption. La bourse d'exemption, elle est différente parce que c'est juste une bourse qui te permet de payer ta scolarité moins cher. Tu vas payer comme un étudiant canadien. Parce que si tu viens au Canada, la scolarité pour les étudiants internationaux, tu as les frais justement pour les étudiants internationaux qui s'ajoutent à la scolarité. Donc, fait que rapidement, ça monte. Okay? Ça devient très expensive, au-delà des 10 000 dollars par session. Maintenant, si tu as la bourse d'exemption, cette bourse d'exemption justement va prendre en charge la partie, les frais attachés aux étudiants internationaux et tu vas te retrouver juste à payer comme un étudiant canadien. Donc, c'est les deux volets, en fait, aspect financement que les universités offrent en général. Okay? Donc, et tout ça, encore une fois, comme je l'ai dit, ça dépend du dossier, de la qualité du dossier académique. Okay? Du coup, toi, personnellement, tu as bénéficié d'une bourse? Oui, ben, moi, j'ai bénéficié d'une bourse, j'ai bénéficié de la bourse et j'ai bénéficié aussi de la bourse d'exemption, okay? Donc, durant tout mon parcours. Donc, et comme je l'ai dit ici à Sherbrooke, initialement, on avait un financement sur 2 ans, mais il y a une réforme actuelle du programme où ils sont en train d'essayer de trouver des voies et moyens pour améliorer un peu le système de financement. Okay? Et pourquoi le doctorat? Pourquoi tu as tenu à aller jusqu'au doctorat, en fait? Ouais, très, très bonne question. Pourquoi le doctorat? Si je veux être honnête... Tu peux expliquer que c'est un parcours du combattant. Ouais, non, ben écoute, je vais l'expliquer, mais bon, pour être honnête, je dirais que le doctorat, pour moi, à la base, c'était plus vraiment dire une question d'orgueil personnel, okay? Pour me prouver à moi-même que je pouvais aller jusque-là et me dire que, bon, je suis au sommet, quoi. Voilà. J'ai obtenu le dernier diplôme possible. Okay? Donc, c'était ça, vraiment, à la base. Mais aussi, il y a le fait que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Okay? J'aimais beaucoup l'économie, j'aimais beaucoup les champs dans lesquels j'étudiais et j'aimais beaucoup la recherche. Donc, fait que ça m'a vraiment motivé à aller jusqu'au doctorat. Okay? Bon, c'est sûr qu'après aussi, il y a les petites motivations au niveau emploi, comment dire, ou peut-être prétention salariale, etc. D'accord? Donc, c'était un peu pour moi la motivation principale, je dirais, c'était plus une question d'orgueil et aussi le fait que j'avais une passion pour la recherche. Ça qui m'a poussé à aller jusqu'au doctorat. Et justement, pour en venir à la difficulté du doctorat, ben, je dirais déjà que pour moi, en tout cas, ça m'engage que moi, là, mais je dis toujours, il ne faut jamais entamer une thèse si on n'est pas sûr que c'est ce que l'on veut faire ou si on n'aime pas la recherche. Parce que si tu entames une thèse juste pour la faire, parce que, comme je l'ai dit, par orgueil ou parce que on t'a proposé d'aller au doctorat, okay, parce que peut-être tu avais de bonnes notes à la maîtrise ou au master, mais que toi, forcément, ça ne te venait pas en tête, je trouve que c'est pas la peine parce que tu risques de décrocher. Et d'ailleurs, on peut trouver des statistiques dessus, hein, le taux de décrochage au doctorat, il est très, très élevé. Parce que c'est un parcours de loup solitaire. C'est difficile. C'est difficile, en fait. C'est difficile pour... En fait, il y a plus... c'est difficile parce que déjà, au niveau académique, et puis, déjà, première chose très importante qu'il faut savoir, c'est que ici au Canada, ou en Amérique du Nord, le doctorat, il est de 5 ans minimum. C'est pas comme ce que l'on connaît classiquement dans nos pays ou en France où le doctorat, c'est 3 ans. Tu t'inscris après ton master, tu t'inscris au doctorat directement, tu es en année de rédaction, tu fais 3-4 ans et tu déposes ta thèse, tu soutiens. Ici, c'est totalement différent. C'est sur 5 années minimum parce qu'on a 2 années
la première partie, tu as 2 années de théorie. Comme je l'ai dit, ici, c'est ce qu'on appelle un PhD. Donc, il n'y a pas une grande différence avec ce qu'on appelle le doctorat classique, mais le PhD, il a plus un volet académique et théorique. Donc, fait qu'on a 2 années de théorie, de cours théoriques qu'il faut valider avant de pouvoir arriver déjà à la deuxième partie, la phase de rédaction qui peut prendre 3 à 4 ans. Okay? Donc, le doctorat moyen en Amérique du Nord, là, il te fait 6 ans. Okay? Donc, fait que la difficulté, justement, vient de là. Déjà, il y a la durée. Parce que 5 à 6 années, tu as déjà fait, après ton baccalauréat au lycée, tu as fait pratiquement 6 années d'études jusqu'au master. Et ensuite, tu as encore 6 années que tu dois faire. Donc, ça fait 12 ans. Donc, 6 années, c'est un sacrifice. Donc, et il y a le volet, il y a l'aspect académique qui fait que, comme je l'ai dit, on a 2 ans de théorie. On a la théorie, on a des cours qui sont très mathématiques. Donc, et pour pouvoir passer à la deuxième étape, c'est la phase de rédaction, tu dois valider justement ces 2 premières années par des examens. Notamment la première année, tu as ce qu'on appelle l'examen de synthèse. Donc, déjà, même avant d'arriver en première année, quand tu commences, tu as des cours à ta session d'automne, session d'été. Tu as d'autres cours. Okay? Donc, tu as théorie micro, théorie macro et économétrie que tu vas faire. Donc, tu as des examens à chaque fin de session et tu dois avoir un minimum. C'est une cote minimum, une moyenne minimum pour pouvoir passer à chaque session. Donc, déjà là, si tu n'as pas une bonne cote, tu es exclu du programme. C'est quoi la cote minimale pour passer? Mais ça dépend des universités. Mais à Sherbrooke, quand on avait commencé le programme, je pense que c'était un B+. C'était un B+, ou A-, je crois. Et ensuite, l'examen de synthèse, la première année, si tu passes la session d'automne, la session d'hiver, tu arrives à la session d'été à l'examen de synthèse. L'examen de synthèse, c'est un examen qui regroupe, en fait, comme son nom le dit, c'est une synthèse. On te pose des questions sur l'ensemble de tout ce que tu as, okay? Tout ce que tu connais, tout ce qui est connaissance économique. Et c'est un examen où il n'y a pas de notes, c'est échec ou réussite. D'accord? Non, il n'y a pas de notes. Et ça, c'est dans toutes les universités. C'est un examen où c'est échec ou réussite. D'accord? Donc, si tu réussis, tu vas en deuxième année. Si c'est échec, tu es exclu du programme. Donc, c'est fini pour toi le doctorat. Dans l'université dans laquelle tu es actuellement. Donc, tu ne peux plus poursuivre le doctorat là-bas. Tu es obligé de chercher une inscription ailleurs, dans une autre université. Ça, c'est après les 2 premières années. Non, ça, c'est la première année. La première année. Okay. Donc, ce que je t'expliquais, c'est pour la première année. Et la deuxième année, ça va être pareil aussi, donc ça passe en examen. Deuxième année, voilà. La deuxième année, maintenant, en fait, là, il y a quand même pas mal de différences dépendamment des universités. Donc, par exemple, ici à Sherbrooke, deuxième année, on fait ce qu'on appelle nos examens de spécialisation. Mais ils sont en train de reformer ça pour... il n'y a plus d'examens sur table. Donc. Mais donc, le parcours typique, au fait, normalement, en deuxième année, c'est que tu as des cours. Tu as toujours des cours. Tu as des cours au choix et tu as tes cours de spécialisation parce que tu dois choisir une spécialité. Est-ce que tu vas t'intéresser à l'économie monétaire, à la finance internationale, etc., etc. Donc, à Sherbrooke, on a différentes spécialités. Moi, j'ai fait la spécialisation macro, finance internationale et commerce international, okay, que l'on regroupe dans la macroéconomie internationale. D'accord? Donc, fait que mes 2 cours de spécialisation, c'était les cours d'économie internationale et de finance internationale. D'accord? Donc, j'avais aussi 2 cours au choix que je devais choisir, c'est-à-dire 2 cours optionnels, et puis 2 cours obligatoires à valider. Donc, ça fait un total de 6 cours à valider, okay, qui sont répartis entre la session d'automne et la session d'hiver de la deuxième année. Et à la session d'été de la deuxième année, on a nos examens de spécialisation. Donc, justement, ton projet de recherche doit se rattacher à ta spécialisation. Donc, c'est pourquoi il faut bien choisir son option, sa spécialisation, et puis maintenant, rédiger un projet de recherche qui sera justement jugé, okay, et qui va constituer maintenant, on va juger la qualité de ce projet et c'est ça qui va déterminer ton passage maintenant à la 3e année, c'est-à-dire à la deuxième partie, la phase de rédaction. Justement, j'allais te demander comment tu choisis, comment toi tu as choisi ton sujet de thèse en fait? Est-ce que tu le connaissais à peu près avant de commencer tes études? Ça fait partie justement aussi des difficultés du doctorat. Donc, ça regroupe les difficultés. Donc, comme j'ai dit, les difficultés, c'était déjà le temps, la durée que ça prend, et le fait aussi qu'il y a des examens que tu dois valider, etc. L'autre difficulté aussi, justement, c'est trouver un sujet de recherche pertinent, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire une thèse pour faire une thèse. L'objectif, c'est de faire une thèse et de contribuer à la littérature. Donc, il faut trouver une question pertinente et arriver à prouver quelle est ta contribution.
OK? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que très généralement, aujourd'hui, on n'invente rien, on n'invente plus rien. Donc, moi, quand j'arrivais, j'avais déjà une idée de ce sur quoi j'avais travaillé. Comme je t'ai dit, j'avais postulé en France aussi. Je savais déjà ce sur quoi je voulais travailler. Donc, parce que moi, j'avais fait tout ce qui était finance internationale, mais je voulais rattacher ça un peu à ce qu'on appelle l'économie monétaire, okay, les politiques monétaires. Mais quand je suis arrivé, avec les cours que j'ai suivis, etc., j'ai eu de nouveaux outils. J'ai appris de nouveaux outils, j'ai eu de nouvelles connaissances, puis ça m'a permis d'avoir de nouvelles idées. Donc, fait que j'ai développé un nouveau projet de recherche. Donc, la difficulté maintenant, c'est quoi? C'est que très généralement, OK, quand une idée te vient à la tête, ting, OK, là, j'ai la bonne idée, j'ai la parfaite idée. Donc, première chose que tu vas faire, c'est d'aller sur Google. Tac, 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 tu tapes ta question. Et là, malheureusement pour toi, tu vas voir que dans le résultat que Google va te donner, il y a beaucoup de gens qui ont déjà pensé à la question à laquelle tu as pensé. Donc, en ce moment, ça devient une dépression. Ah, mais là, il faut que je cherche quelque chose d'autre. Okay? Donc, c'est vraiment difficile parce que il faut, comme je l'ai dit, on n'invente pratiquement plus rien. Donc, il faut lire beaucoup. Il faut lire les articles parce que justement, même comme je l'ai dit, tu vas faire de la recherche sur Google, Google Scholar, tu vas trouver des articles qui ont travaillé sur le sujet qui t'intéresse. Mais il faut que tu lises justement ces articles et puis essayer maintenant, il faut que tu pousses ta créativité et ton analyse en fait, au maximum pour pouvoir lire en fait, leur article de manière critique. Il ne faut pas le lire pour le lire ou juste avoir une information. Il faut le lire de façon critique pour voir, OK, qu'est-ce qu'eux ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait et qu'est-ce que moi je peux faire de différent par rapport à ce qu'ils ont fait. Pour beaucoup lire, si tu as un sujet, si tu as une question qui t'intéresse et que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, ce n'est pas forcément un échec. Il faut que tu lises justement les travaux de ceux qui ont travaillé dessus ou voir, il faut le lire de façon critique, voir qu'est-ce qu'eux ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait et qu'est-ce que toi tu peux faire de mieux, OK, par rapport à ce qu'ils ont fait. D'accord? Et ensuite, tu recherches à nouveau pour voir est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de la même manière que ce que toi, tu as pensé, et puis bon, voilà, ainsi de suite. Donc, fait que c'est très, très difficile. Okay? Honnêtement, je dirais que pour moi, je pense que c'est l'une des parties les plus difficiles. Quand tu vas commencer à défendre ton projet de recherche, la première question qu'on va te poser, c'est quelles sont tes motivations? Déjà, ça va être dans ton projet de recherche. Après, tes motivations, c'est OK, qu'est-ce que tu apportes à la littérature? Qu'est-ce que tu fais de différent par rapport aux autres? Qu'est-ce que tu prouves? Donc, c'est deux choses qu'il faut avoir en tête. Les motivations et l'apport par rapport à la littérature économique. Et l'apport par rapport à la littérature économique, c'est la partie la plus difficile. Et pour ça, il faut beaucoup lire. Okay? Ça demande du temps. Il faut lire, et beaucoup d'articles sont en anglais. Donc, ceux qui veulent faire le doctorat et qui ne parlent pas anglais ou qui ne sont pas familiers, c'est le moment de commencer à pratiquer votre anglais. Si vous voulez des articles de qualité, c'est tout en anglais, en fait. C'est ça, tout à fait. Honnêtement, moi, je dirais que quand je quittais la France, je n'étais pas... je m'en sortais en anglais. Je dirais que j'étais... low medium, okay, je dirais qualité, voilà, j'étais faible, comment dire, moyennement faible, ok. Mais je suis arrivé ici à ma première année, déjà à ma première année, tous les livres à la bibliothèque étaient en anglais. Tous les livres d'économie, les manuels d'économie que l'on utilisait étaient en anglais. C'est vrai qu'on faisait le cours en français parce qu'on est au Québec. Au Québec, c'est le français. Mais les manuels étaient en anglais. Donc, tu n'as pas le choix. Okay. Donc, écoute, je lisais, j'avais mon dictionnaire et puis voilà. Quand je recherchais des articles, c'était en anglais. Donc, honnêtement, là, une des difficultés aussi, ici, dans le doctorat en général, partout, c'est vraiment la langue. C'est l'anglais. Tu n'as pas le choix. Okay? Et si tu veux également te faire lire, okay, il faut que tu rédiges en anglais. Ce n'est pas une exigence dans toutes les universités, notamment les universités francophones. Par exemple, ici au Québec, c'est le français, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une obligation de rédiger en anglais. Mais si tu veux avoir une dimension internationale, si tu veux te faire lire un peu partout, il faut que tu rédiges dans la langue internationale actuelle qui est l'anglais. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, moi, aujourd'hui, je ne travaille qu'en anglais. Pratiquement. Ma thèse, elle est rédigée en anglais. Okay? Donc, les universités québécoises au Canada demandent à ce que la thèse soit déposée en français.
parce que ici c'est le français, mais il y a des dérogations qui sont faites pour déposer des thèses en anglais. Et majoritairement même, tu vas voir dans toutes les universités, Montréal, Sherbrooke, Laval, etc., la majeure partie des thèses sont en anglais. Donc, vraiment, pas le choix. Du coup, sur les 5 ans, donc, on a 2 ans d'années théoriques, 3 ans de recherche. Et donc, tu dois avoir trouvé ton sujet de thèse après ta 2e année. Ouais, normalement, tu dois avoir trouvé ton sujet de thèse après ta 2e année. Honnêtement, de mon expérience personnelle, ces 2 années ont été, surtout la première année, je dirais que c'était un enfer pour moi. Et je pense que on pourra demander l'ensemble de la communauté doctorale en Amérique du Nord. La première année, je pense que c'est une année de calvaire. Je pense que je n'ai jamais autant travaillé, étudié dans ma vie que durant cette première année. Justement, dans la difficulté dont je parle, il y a la difficulté académique, le fait que ce soit des cours qui sont quand même assez soutenus, et c'est un rythme soutenu, mais il y a aussi l'aspect psychologique, parce que tu as une pression. Donc, tu as une pression, si tu ne réussis pas, tu es exclu. Donc, c'est une pression psychologique que tu as. Donc, c'est l'une des difficultés. Donc, l'examen de synthèse, par exemple, c'est vraiment la gestion de cette pression-là et aussi de la difficulté académique. Parce que je te dirais que moi, dans ma cohorte, nous, on a commencé le doctorat, on était 8, on est plus que 5. Donc, tout le reste, ils ont été exclus du programme. Donc, c'est pour te dire. Il n'y a personne qui a abandonné de lui-même. Ah non. Il y en a qui ont, il y a eu des cas où il y a des gens qui ont abandonné d'eux-mêmes, ok? Mais il y en a beaucoup qui ont été exclus. Mais le fait de se faire exclure, c'est pas parce que ces gens-là n'étaient pas bons, hein. Non. Et moi, je n'ai pas réussi parce que j'étais le plus intelligent ou que j'étais le meilleur. Non. Comme je l'ai dit, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut savoir gérer. Il y a la pression, il y a la cadence, le rythme de travail, etc. Okay? Donc, quand je dis que il y en a qui se sont fait exclure, ce n'est pas parce qu'ils étaient. Déjà, le fait d'être admis dans un programme de doctorat montre que tu as les capacités, tu as eu à faire tes preuves ailleurs. Donc, l'échec, c'est pas parce que tu n'es pas intelligent, parce que non. Nous, on a réussi, c'est pas parce qu'on était forcément plus intelligent, mais c'est juste que c'est un ensemble de facteurs. Puis, je dirais qu'en griffe aussi, il y a la chance aussi qui peut jouer dedans. Okay? La chance n'est pas négligée à mine de... C'est ça. Voilà. Parce que je te dirais qu'il y a des exemples très palpables. Là. Il y a des gens il y a des gens que j'ai connus très, très brillants qui ont échoué aux examens de synthèse. Durant toutes les sessions, ils ont eu des A+, mais ils ont échoué aux examens de synthèse. Ouais, je pense que c'est ça le truc. C'est comme le bac que tu passes au pays, là. C'est ça. Une code, c'est soit tu échoues, soit voilà, c'est ça. Voilà. Et tu peux être bon toute l'année, aller échouer à l'examen. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est comme si tu repassais le bac du pays encore. Voilà, c'est ça. Et ça. 2 fois. Et 2 fois. Donc, la dernière difficulté que je peux répertorier. Ça finit pas, hein. La liste est longue. Non, elle est longue. Et c'est ça. En fait, c'est pourquoi je dis le doctorat, c'est quelque chose qu'il faut mûrir. Parce que, comme je l'ai dit, les statistiques le prouvent. Le taux de décrochage du doctorat, il est élevé. Parce qu'on commence un truc et après, ça devient un calvaire. À un moment donné, tu veux juste soutenir parce que tu veux avoir la paix. Tu en as marre. Donc, la dernière chose, c'est la solitude. La solitude, c'est quoi? Parce que comme on vient de passer en revue, il y a beaucoup de difficultés. La charge de travail, la difficulté au niveau même académique, et puis il y a la pression que tu as. Donc, c'est que si tu as beaucoup de travail, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé de bosser comme un dingue. Bosser comme un dingue, ça veut dire quoi? Mais il n'y a plus de socialisation pour toi. Donc, tu es enfermé chez toi, tu travailles. Bon, déjà, ici, moi, je te dirais que déjà, l'hiver, ça ne facilite pas les sorties. Mais moi, je me tapais 1 semaine, 2 semaines, je ne sortais pas. Je suis en train de bosser. Même, je ne dépasse même pas le pas de ma chambre, pour te dire. Tu travailles, et après, tu as juste quelques minutes, tu manges, et puis tu te remets au travail. Donc, tu n'as vraiment pas le temps de socialiser. Donc, la deuxième difficulté, c'est vraiment la solitude dans le doctorat. Il faut, comme je l'ai dit, c'est un chemin de loup solitaire. Parce que tu te retrouves, personne ne peut comprendre ce que tu vis à part toi. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi tu n'as pas le temps. Ils vont pas comprendre. Non, la personne ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas lui expliquer que je suis tellement occupé à travailler que je n'ai vraiment pas le temps. Tu vois. Parce que la personne ne peut pas comprendre, en fait, si la personne ne le vit pas. Donc, c'est difficile, la solitude, c'est très difficile à expliquer. Et fait qu'il faut trouver des gens qui vont te comprendre. Il faut que tu aies des gens autour de toi qui te comprennent. C'est ta famille,
ou même ton copain, ta copine, etc. Il faut que la personne soit en mesure de comprendre, en fait, la difficulté que tu vis, de savoir que ce que la personne traverse n'est pas facile et de te laisser justement ce temps-là, de ne pas de comprendre que c'est difficile pour toi de socialiser. Donc, c'est que si tu n'arrives pas à trouver ce genre de personnes autour de toi, rapidement, tu décroches sur certaines choses. Au niveau de la vie sentimentale, c'est difficile de concilier ça avec une relation, parce qu'une relation, on ne va pas se mentir, ça demande du temps. Chose que tu n'as pas forcément. Donc, sur tout ce que je dis au niveau des difficultés, comme tu l'as dit, tu as rigolé tout à l'heure, tu as dit qu'il y en avait beaucoup. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. Non. Ah, je pense que tu as fait peur beaucoup. Non. En fait, l'objectif, ce n'est pas de faire peur. L'objectif, comme je l'ai dit, les gens font le doctorat et les gens réussissent le doctorat. C'est pas parce que moi, je suis à ma 5e année, c'est pas parce que j'ai 2 têtes, pas parce que j'ai 2 cerveaux, parce que je suis super fort, non. Mais c'est juste que je dirais que, par exemple, c'est le genre d'information que j'aurais peut-être bien aimé avoir. Ça m'aurait permis de peut-être bien me préparer psychologiquement. Tu vois. Si on connaît tous toutes les difficultés et aussi les facilités de ce que l'on veut faire, on est prêt. C'est-à-dire, on s'engage dans notre chemin en sachant que, effectivement, voilà ce pourquoi je veux m'engager et je suis prêt à faire face à ces difficultés. Okay? Donc, en ce moment, déjà, tu as une détermination. Donc, quand tu arrives, quand tu tombes sur des difficultés, même quand la charge de travail devient extrêmement difficile, tu sais que, OK, c'est moi qui ai fait ce choix, donc j'y vais, tu vois. Voilà. Parce que moi, il y a des mois, je me suis posé des questions, mais merde, qu'est-ce que je fais ici? Non, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Quand tu mets les pieds, des fois, on n'est pas conscient de tous les challenges qu'on va rencontrer. Fait que des fois, on est surpris, puis on se dit, oh, OK. Ouais, c'est ça, on est surpris. Donc, on peut décrocher rapidement. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de solitude dedans. Et tu décroches rapidement parce que tu es fatigué, tu es tanné de la charge de travail, tu en as marre. Et ça ne te plaît plus forcément. Voilà, tu vois. Et comme je l'ai dit, par exemple, ici au Canada, 5 ans minimum. Donc, pendant que peut-être tes camarades qui sont arrêtés au M2, ils travaillent, ils se construisent, ils ont leur famille, ils se construisent socialement. Toi, tu es toujours en train d'étudier, tu n'as pas le temps de dire à une fille, bon, écoute, demain, ou à un gars, là, bon, on aurait un enfant dans tant d'années, en fait, c'est ça, en fait, tu vois. C'est des choses que tu n'arrives pas à faire. Donc, tout ça, ça joue sur toi. Justement, c'est ce que je dis, c'est un ensemble de facteurs. Tout ça, ça joue sur le mental. Donc, moi, je le dis, c'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est pour que les gens soient aware. Ouais. C'est ça. Oh, il y a cet adage qui dit « un homme prévenu en vaut 2 », non? Je pense que c'est ça que ça dit, non? Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un homme prévenu en vaut 2. Donc, il faut savoir les réalités auxquelles tu vas faire face quand tu vas t'engager dans le chemin du doctorat. Et du coup, moi, personnellement, quand on dit doctorat, moi, je pense plus, tu finis, tu vas enseigner. Et je pense que c'est une fausse idée que beaucoup d'autres personnes ont. Donc, est-ce que effectivement. Les autres options qu'il y a en dehors de l'enseignement, avec le doctorat en main? Ouais. Écoute, effectivement, c'est quelque chose, comment dire. En fait, c'est une idée a priori que beaucoup ont fait. Même, par exemple, moi, actuellement, je suis chargé de cours à l'université de Sherbrooke. Je donne des cours à l'université. Donc, il y a beaucoup de mes étudiants qui sont me disent, ah, mais donc, tu veux finir enseignant. Pourquoi tu fais une thèse? Tu veux enseigner? Je dis, non, pas nécessairement. La thèse, ça n'aboutit pas obligatoirement à l'enseignement. Non, absolument pas. Et justement, en parenthèse, pour rentrer dans le volet financement dont je parlais pour le doctorat, j'ai parlé des bourses et des bourses d'exemption, mais l'autre moyen de financement que souvent les universités trouvent pour les étudiants, c'est au niveau de l'enseignement et puis des assistants de recherche ou des assistants d'enseignement. Okay? Donc, tu peux être chargé de cours, c'est-à-dire tu vas donner des cours, tu seras rémunéré, ou tu peux être assistant de recherche pour ton directeur ou assistant d'enseignement pour ton directeur, c'est-à-dire que tu vas faire les TP de son cours et en ce moment tu es payé. Okay? Donc, c'est des volets qui rentrent aussi dans le cadre du financement. Okay? Donc, moi, actuellement, j'enseigne. Ça fait 2 ans que j'enseigne maintenant à l'université. Donc, mais la thèse, la finalité de la thèse, c'est pas forcément l'enseignement. C'est vrai que en Amérique du Nord, comme je l'ai dit ici, c'est ce qu'on appelle, c'est un PhD, Philosopher of Doctorate. Okay? So,
l'objectif, comme je l'ai dit, c'est très théorique. Donc, l'issue, au fait, généralement, dans les universités nord-américaines, l'objectif, c'est l'académique. C'est de former des gens qui vont apporter une contribution théorique. Parce que, comme je l'ai dit, c'est de la théorie, c'est beaucoup théorique ici. Donc, on veut justement des contributions théoriques. Okay? Donc, il faut faire théorique et c'est tourné vers l'académique. Qui parle de théorie parle de l'académique. Okay? Ce qu'il faut enseigner, à l'université, c'est la théorie qu'on enseigne. Okay? Donc, mais ça n'empêche pas que, écoute, hein, moi je travaille avec des données. Quand je parle de théorie, là, tu peux faire un PhD et puis travailler avec des données, etc. Non? Okay. Comme je l'ai dit, il n'y a pas une PhD, doctorat, que l'on appelle doctorat classique. Là, écoute, je ne pense pas qu'il y a une très, très grande différence. So, tu peux prétendre à pas mal de choses et justement, est-ce que si tu peux me permettre de partager mon écran, j'ai préparé un petit fichier. Tu as un peu ton PowerPoint là? C'est ça, voilà. Pour, tu t'es préparé, hein? Ouais, c'est ça. On va éviter de parler dans le vide. Donc, globalement, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est l'enseignement. Mais c'est sûr, comme j'ai dit ici, l'objectif, les universités forment les doctorats pour un volet académique. C'est-à-dire, l'objectif principal, quand on va sur le marché, c'est d'aller dans le marché académique, c'est-à-dire postuler comme enseignant dans les universités. Donc, c'est que les premières perspectives d'emploi après le doctorat, c'est l'enseignement. Donc, professeur à temps plein à l'université, ou on peut également être chargé de cours. Chargé de cours, c'est-à-dire que tu travailles ailleurs, dans une institution hors académique, mais tu enseignes aussi à l'université. Là, tu n'es pas professeur à temps plein. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas la finalité de la thèse. Donc, on peut faire un doctorat et prétendre à beaucoup d'autres choses. Donc, les autres options que l'on a, c'est de travailler dans les institutions internationales ou sous-régionales. Donc, par exemple, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, les Nations unies, l'UEMOA en Afrique, chez nous. Là, il y a la CEDEAO également. Il y a les banques centrales. Donc, en Afrique, on a la BCAO. On a aussi la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Et puis, il y a la Banque du Canada, etc. D'accord? Il y a les ministères aussi, ou entreprises d'État, dans lesquelles on peut travailler avec un doctorat en économie ou en tant qu'économiste. Il y a aussi les grandes entreprises de tous les secteurs. Donc, on peut travailler dans une entreprise quelconque, une usine qui produit des jus de fruits, etc. Parce que même dans ce genre d'entreprise, on a besoin peut-être d'économistes. Parce que l'économiste, son travail, c'est d'analyser les données, d'analyser le marché. Donc, pour faire des analyses de prix, des projections de vente, etc. D'accord? Il y a les institutions financières telles que les banques secondaires. Ce que j'appelle banques secondaires, c'est les banques privées, là, comme la Banque nationale, RBC, ou Société Générale, Coris Bank, etc. Donc, il y a aussi les ONG. Et on peut également travailler à titre personnel. Donc, auto-entrepreneur en faisant de la consultation. Donc, pour ouvrir sa propre boîte de consultation. Consultation en économie, c'est-à-dire faire de la recherche. Donc, la consultation, ça consiste en quoi? C'est, par exemple, un organisme peut te contacter, ou même les ministères, ou etc. D'accord? Ils peuvent te contacter et te dire, OK, nous, on a besoin... par exemple, dernièrement, justement, j'ai fait de la consultation avec mon directeur de recherche pour le ministère du Québec. Donc, l'objectif, c'était de proposer des politiques de soutien, de relance de l'activité économique suite à la pandémie qu'on vit tous actuellement de Covid. Donc, là, c'est ce que je dis, c'est un organisme public ou privé qui peut te contacter, te dire que, OK, eux, ils ont une question qui les intéresse et ils aimeraient que tu travailles là-dessus. D'accord? Ils aimeraient que tu leur produises des résultats. Et généralement, l'objectif de ce genre d'analyse, c'est de voir, généralement, c'est de l'analyse d'impact. Et puis, l'objectif, c'est de faire des recommandations de politique économique. Donc, c'est de dire, OK, par exemple, moi, dans le cadre de mon travail, l'objectif final, c'est de dire, OK, si le ministère décide de faire ci, faire ça, ça pourra permettre de relancer l'activité économique. Voilà, donc, il peut y avoir aussi de la consultation dans plein d'autres domaines. Comme je l'ai dit, il y a de l'analyse d'impact pour ceux qui font les projets. Donc, comme dans mon premier master, j'ai fait macroéconomie et gestion du développement. Dans gestion du développement, il y avait le parcours analyse de projet. Et donc, dans l'analyse de projet, c'est de voir si une ONG met en place, par exemple, un programme de soutien aux femmes
à l'agriculture pour les femmes dans les pays en développement, etc., c'est de voir quel est l'impact de ce projet. Donc, là, maintenant, tu vas prendre des données, de voir est-ce que, avant le programme, comment se comportaient les femmes, quel était leur salaire, et après la mise en place de ce programme, comment a évolué leur salaire. Est-ce que ça leur a permis d'avoir beaucoup plus d'argent, ou etc. Ça permet d'améliorer leur qualité de vie. Voilà. Donc, la consultation, globalement, c'est ça. Donc, on peut faire de la consultation à titre privé, donc avoir son propre cabinet de recherche, okay? Il peut être consultant, d'accord? Ou on peut également travailler pour un cabinet de consultant. Voilà. Et au finish, ce que je mets ici, c'est que un économiste, il peut se retrouver, un économiste peut se retrouver un peu partout, dépendamment de ce à quoi il s'intéresse, parce que l'économie, c'est une science sociale qui s'intéresse à tout. L'économie, en fait, s'intéresse à toutes les activités humaines. Donc, vous avez des économistes de la santé, des économistes de l'environnement, des économistes de l'agriculture, il y a du tout. L'éventail est très large. Okay? So, maintenant, je vais te devancer. Je suppose que la prochaine question, c'est au niveau des salaires. Ah ouais. Donc, au niveau des prétentions, c'est sûr que oui, quand on fait un doctorat, on va, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est pas forcément l'enseignement, on peut travailler un peu partout. Et j'ai mis une fourchette salariale ici entre 30 000 et 500 000 $. D'accord, par an. Ça, c'est par an. C'est bas pour un niveau doctoral, quand même. Oui, quand j'ai mis 30 000, c'est pour. J'ai pris un éventail assez large là pour dire que. Il est large, ton éventail, du coup. Ouais, non, mais ça dépend de là où tu vas travailler. Parce que si tu regardes là, j'ai mis les salaires au Canada, ce que je connais ici. Là, j'utilise les données, les réalités que je connais. Et par exemple, au Burkina. Donc là, j'ai fait une comparaison des salaires pour les professeurs d'université au Canada et au Burkina. Okay? Donc, ça, j'ai tiré ici les données de Statistique Canada. Okay? Au 2016-2017, on dit que le salaire médian, il faut savoir que c'est en dollars constants. Ce qu'on appelle dollars constants, ça veut dire que ça tient compte de l'inflation, du niveau des prix. Il était de 129 195 $ par an pour un professeur d'université. Okay? Donc, pour les professeurs titulaires, il était de 160 161 $. Ensuite, les professeurs agrégés, 126 000. Professeurs adjoints, 99 323. Et pour les postes de l'inférieur, c'est 94 515 $. Okay? Maintenant, si je viens au Burkina Faso, le problème, c'est que chez nous, en Afrique, c'est difficile de trouver des données. Donc, je n'ai pas pu trouver beaucoup de données, mais avec certains de mes promotionnaires qui travaillent déjà, qui ont fini, j'ai eu des informations. Les assistants, les maîtres assistants au doctorat nouvellement recrutés à l'université de Ouaga, par exemple, okay, eux, ils se retrouvent avec 550 000 francs par mois. Okay? Ici, c'est le salaire mensuel. Okay? Ici, c'était des salaires annuels. D'accord? Annuel et brut. Hein. Pour un maître assistant ensuite, c'est-à-dire quelqu'un qui a le doctorat plus 2 publications, parce qu'il faut savoir que lorsque l'on est recruté à l'université, on est enseignant-chercheur. Donc, on a des obligations au niveau académique. Hein, il faut enseigner, mais on a aussi des obligations en termes de recherche. Il faut faire de la recherche et faire des publications. Okay? Et c'est ça qui permet d'avancer en grade à l'université. Et quand on est enseignant, d'accord? Donc, un maître assistant, c'est-à-dire quelqu'un qui a le doctorat plus de publications, il a 750 000 francs par mois. Un maître de conférence, il a 950 000 francs par mois. Et un professeur titulaire, il est à 1 150 000 francs par mois au Burkina. Mais mon informateur m'a un peu fait comprendre parce que je lui ai demandé dans la sous-région, il m'a dit que les meilleures rémunérations étaient quand même en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est quelqu'un qui va dans l'enseignement, qui finit son doctorat, qui va dans l'enseignement, c'est un peu, ça lui donne une idée un peu. Si tu retournes en Afrique ou si tu as l'opportunité de travailler ici au Canada, ça te donne une idée. Et les 30 000 $ que j'ai mis, c'est quoi? C'est, par exemple, quelqu'un qui devient, par exemple, comme moi, qui est lecturer, chargé de cours. C'est un chargé de cours, en moyenne, il peut se retrouver avec 45 600 $ par an. Okay? Donc, pour un chargé de cours. Voilà. Donc moi, actuellement, je suis doctorant, je suis chargé de cours également, okay, à temps partiel. Donc, fait que tu peux prétendre à un tel salaire si tu travailles ailleurs et que tu enseignes justement à temps partiel à l'université. Okay? Donc, maintenant, l'autre éventail de la fourchette, pour quelqu'un qui va se retrouver maintenant
ça va prendre, disons, la borne supérieure ici que j'ai donnée, les 500 000. Ça, c'est quelqu'un qui travaille en institution. Bon, comme je dis, malheureusement, je n'ai pas pu trouver des fourchettes salariales pour des entreprises privées, etc. C'est très difficile. Okay? Et notamment, les institutions aussi dans le pays, on n'a pas de données. C'est difficile d'avoir les données. Mais quelqu'un un économiste, surtout par exemple au FMI, ici, je pense que pour les économistes, ça commence ici au grade A11. Okay? Donc, économiste, PhD, entry level. Okay? Donc, donc, du grade A11 jusqu'à B05. Okay? Ça veut dire que un économiste qui se retrouve, par exemple, au FMI peut prétendre avoir un salaire entre 142 610 et 400 730 $ l'année. OK? Donc, ça va dépendre de ton évolution et du poste les postes que tu vas occuper. Donc, si tu viens d'être nouvellement recruté au FMI, par exemple, tu peux prétendre en moyenne un salaire de 142 610 $ par an. Est-ce que ça, c'est en dollars US ou c'est en dollars canadiens? Ouais, dollars US. OK. Ça, c'est en dollars US. OK? So, après, si tu évolues dans l'institution, ton salaire évolue. Okay? Donc, le top du top, département directeur, c'est 400 730 $ l'année. Okay? Donc, l'autre institution pour laquelle je peux avoir des données, c'est la Banque mondiale. Pour la Banque mondiale, quand j'ai défilé, les économistes, ils commencent ici au grade GD. GD jusqu'à GE, GI. So de GD à etc., GI, ça veut dire qu'un économiste peut se retrouver avec en moyenne, c'est-à-dire en médiane plutôt, 700 500 $ par an ou un maximum de pratiquement 304 000 $ par an. Okay? Avec les minimums qui sont donnés ici et les maximums qui sont donnés là. D'accord? Voilà. Donc, ça donne un peu une idée des salaires auxquels les gens peuvent, prétendre, voilà, après avoir fait des études de doctorat. Okay? So, la finalité, ce n'est pas l'enseignement, obligatoirement. Donc, l'éventail pour les possibilités de travail, d'emploi, voilà, sont larges. Okay, et puis voilà. Donc, on peut se retrouver un peu partout. C'était bien détaillé, voilà. Bien organisé. En tout cas, j'apprécie. Bon, quelles sont les qualités que devrait avoir un économiste? J'ai qu'un économiste, il faut être multitâche. Il faut être un très bon mathématicien. Il faut être très bon en informatique. Parce que plus tu avances, actuellement, on travaille avec des logiciels, etc. Et plus tu avances dans la recherche, comme je dis, moi, je travaille beaucoup avec des modèles théoriques, etc. Et quand on utilise des modèles plus compliqués, on fait beaucoup plus de programmation avec des logiciels comme MATLAB ou R pour la statistique, etc. Okay? Donc, il faut être un bon informaticien aussi. Et puis, il faut aussi connaître, on apprend aussi à faire un peu de programmation. Et il faut être aussi un très bon littéraire. Pourquoi très bon littéraire? Parce qu'il faut rédiger la thèse. Et je dirais que moi, quand j'ai commencé ma phase de rédaction, quand je faisais mes analyses, quand j'obtenais mes résultats, je me suis dit, bon, ouf, la partie la plus difficile, elle est terminée. Quand j'ai commencé la rédaction, je me suis rendu compte que, mon Dieu, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que rédiger, c'est très difficile. Il faut savoir agencer ses idées. Il faut savoir communiquer ses idées. Il faut avoir les bonnes expressions. Okay? Et puis, moi, je dirais que, en tout cas de mon expérience, il faut savoir, il faut être un très bon synthétiseur. Il faut savoir aller à l'essentiel, éviter le blablatage, parler inutilement, et communiquer de la façon la plus simple possible ses idées. Il faut aussi se connaître soi-même. Quand je dis se connaître soi-même, il faut savoir de quoi on est capable et de ce dont on n'est pas capable. Okay? Donc, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre en recherche. Ça, c'est une expérience personnelle. Donc, éviter de se lancer sur un projet extrêmement complexe. Sinon, tu peux passer toute ta vie à faire ta thèse. Donc, en tout cas, d'expérience professionnelle et personnelle, encore une fois, il y a une vie après la thèse. Donc, comme je l'ai dit, c'est très difficile de socialiser quand on fait la thèse. Mais tu ne peux pas passer ta vie dedans. Sinon, tu n'avances pas à un moment donné. Donc, il faut penser aussi qu'il y a une vie après la thèse, donc il faut que la thèse finisse. Donc, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut connaître ses capacités
et savoir avec quel outil tu peux travailler. Et avant toute chose aussi, quand tu veux travailler avec, si tu ne fais pas du théorique, c'est-à-dire si tu n'utilises pas des modèles mathématiques, tu utilises aussi des données pour faire de l'empirique, il faut que tu vérifies que tu auras toutes les données pour pouvoir faire ton travail. Okay? Surtout quand tu travailles sur les pays en développement. Bon, moi, personnellement, ma thèse, je ne travaille pas sur les pays en développement. Je travaille sur les pays développés, États-Unis, Canada, etc. Mais j'ai fait ce choix parce que c'est difficile, en macro, c'est difficile de trouver des données sur nos pays. Si je veux travailler sur les questions qui m'intéressent, ça va être difficile pour moi parce que les données sont très difficiles à trouver dans le pays. Okay? Donc, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte, okay? Vérifier aussi la disponibilité de vos données. Parce que si tu commences à rédiger un projet, tu te lances dedans, tu commences à faire ton travail, tu commences à chercher une donnée ou deux données que tu ne trouves pas, ça devient un calvaire. Donc, en ce moment, tu es bloqué parce que tu n'as pas eu à vérifier ça à l'avance. Donc, tu vas passer des semaines, voire des mois et des mois à chercher une donnée. Okay? Et ça devient difficile. Et souvent, il y a des données qui sont disponibles, mais elles sont payantes. Donc, c'est ça. Mais donc, quand tu es doctorant, écoute, le doctorat, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner cette difficulté, c'est l'aspect financier. Okay? $20 par an, comme je l'ai dit, le maximum. Ça peut être beaucoup, ça peut sembler beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a ton loyer, il y a tes factures, il faut manger. Donc, un doctorat... tu dois payer. Voilà, il y a les livres qu'il faut payer, il y a les logiciels, etc. Voilà, donc, c'est pas une vie de luxe, ok? Donc, un doctorant, c'est pas une vie de luxe, là. Donc, fait que tu ne peux pas... souvent, les données sont disponibles, mais les prix sont quand même assez exorbitants. Voilà. Maintenant, si tu travailles sur un projet commun, avec ton directeur, il peut financer ce genre d'achat, etc. D'accord. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Réfléchir à un projet je sais que j'ai les capacités de mener à bien ce projet dans le laps de temps que je vais me fixer. Je vais me fixer 5 ans, 6 ans pour faire ma thèse. Donc, je peux le faire en 6 ans. Un mot de clôture avant qu'on ne finisse. Un mot de fin. Un mot de clôture, écoute, avant toute chose, déjà, je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée de parler un peu de moi. Et puis, c'est une très belle initiative, c'est une première expérience pour moi et puis j'ai beaucoup apprécié. Et puis, beaucoup de courage aux futurs doctorants. C'est un chemin qui n'est pas facile. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas réussi ou on n'est pas... Actuellement, je ne suis pas sur le chemin de la fin. Comme on dit, je suis en 5e année, je suis bientôt en train de finir. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que quelqu'un d'autre. Okay? Non, c'est une question de... Il faut savoir ce que l'on veut et ce pourquoi on veut aller au doctorat. Okay? Donc, être persévérant, avoir beaucoup de créativité, d'ingéniosité pour pouvoir trouver une idée superbe et puis être très résilient par rapport au stress et à la solitude. Okay? Et comment dire, se dire que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Donc, beaucoup de courage au futur doctorant. Ce n'est pas un chemin de toute simplicité ou de toute facilité. Et puis, si jamais tu as des followers qui veulent me contacter, no problem. Available. So, si je peux répondre aux questions des uns et des autres, pas de souci pour moi.